N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, madame, monsieur, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM, la 96.3, qui est également reçue en direct sur le www.radiovictoire.fm. Les élections locales prévues pour le 30 juin de cette année se rapprochent à grands pas et comme vous le savez, cela fait quelques décennies que notre pays n'en a point connu ou n'en a point organisé. Une petite enquête à Lomé dans quelques villes et villages de l'intérieur nous convainc quand même que la population, la grande masse ne maîtrise pas totalement les contours de ce scrutin. Et c'est le vendredi prochain, 14 juin, que la campagne électorale va démarrer sur l'ensemble du territoire pour le compte donc de cette élection des conseillers municipaux. Alors, élection locale, de quoi s'agit-il? Son importance? Quel est l'état des lieux des préparatifs du côté du gouvernement? Alors le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a bien accepté être sur nos antennes ce matin afin de pouvoir aider les Togolais. Encore une fois, monsieur le ministre Payadoa Boupessi, bonjour. Bonjour, Georges. Voilà, la première question que je voudrais bien sûr vous poser, la CENI est en pied d'œuvre afin que tout se passe dans les normes. Mais la question est de savoir qui peut être candidat à une élection locale. Merci, Georges Aguetine. Vous avez le code électoral qui est clair en la matière. Alors, donc, si vous permettez, je peux vous donner, disons, les lectures, si vous le souhaitez, sur une édition de 76, ne sont pas éligibles. Voilà, et ici, voilà, tout citoyen remplissant les conditions fixé à l'article 215 ici peut faire acte de candidature aux élections des conseils municipaux. Donc tout citoyen à l'article 215, voilà. Donc ce sont électeurs, les citoyens des deux sexes inscrits sur les listes électorales dans l'expansion électorale définie par un décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Donc, en gros, il faut d'abord être électeur, puis après, à partir de ce moment-là, si vous avez 25 ans et plus, vous pouvez donc être candidat à condition d'avoir vos, disons, d'avoir pas été condamné, de jure de vos droits civiques. Donc, voilà les conditions pour être... mais il faut aussi respecter les strictes conditions d'une éligibilité qui sont prévues également à l'article inéligible, à l'article 277. Oui. Donc, je peux vous lire ça également. Hein. Soit inéligibles au conseil municipal pendant l'exercice de leur fonction. Et pendant une durée de 3 mois après l'expiration de celle-ci, le ministre de l'Action territoriale, le préfet, moi-même je ne suis pas éligible, le préfet, le sous-préfet, s'il y en a, le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire du conseil de préfecture, le receveur percepteur du trésor, les magistrats en exercice, les membres de la Cour des comptes, les membres de la CENI et de ses démembrements. Bon, il y a également ne sont pas éligibles à l'article 278 dans les communes où ils exercent leurs fonctions, les comptables des deniers communaux, les chefs de service de l'assiette
et de recouvrement, les agents et employés rétribués sur le budget de la commune, ils ne peuvent pas être candidats dans leur commune. Mais ils peuvent, voilà, tout est indiqué. Et bien sûr, après, il faut remplir les formalités qui sont clarifiées à l'article 282. Voilà. Alors, monsieur le ministre, si tel est le cas, aujourd'hui, on parle de liste. Comment en est-on arrivé là? Puisque je pars ainsi de petites questions très simples, parce que les gens pensaient que seul, je peux faire acte de candidature et être élu. Pourquoi c'est plutôt une liste et non une seule personne? Non, le scrutin est un scrutin de liste. On peut être candidat, mais c'est un scrutin de liste. C'est ça le code électoral. Donc c'est une liste proportionnelle, donc c'est un scrutin proportionnel, donc c'est un scrutin de liste, c'est dans le code électoral. Voilà, donc et il y a un certain nombre de conseillers par commune, et tout ça c'est défini dans les tests en vigueur. Et maintenant, qui peut valider une liste et qui peut l'invalider? Définitivement, c'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême, conformément à la loi. Vous savez, j'ai écouté beaucoup de polémiques sur la question. Mais quand les listes sont reçues par la CENI fait des annotations. Attention, nous allons constater qu'ici, il y a tel problème. Après, les listes sont envoyées au ministre de l'Administration territoriale. Le ministre de l'Administration territoriale fait des vérifications administratives et il fait son rapport. Il écrit, moi j'écris noir sur blanc, je constate qu'il y a certaines listes pour lesquels il y a ceci qui manque, il y a cela, il y a cela. C'est des rapports. Mais tout ça est transformé et est transmis à la Cour suprême qui, elle, peut accepter ou non. Voilà. Vous savez, il y a toute une procédure, on ne va pas passer toute la journée ici à lire, mais quand vous regardez l'article, l'affichage des listes, c'est 25 jours avant le scrutin. Et par la Cour suprême. Et lorsque l'affichage de liste est fait, les gens ont 48 heures pour aller payer. Et l'article 285 dit, dans les 48 heures qui suivent l'acceptation de la candidature. Alors donc l'acceptation de la candidature, c'est le dernier acte qui est fait. Donc c'est le dernier acte. Cet acte-là, il est pris par la Cour suprême. L'acceptation de la candidature. Si ce que la CENI fait, c'est une acceptation, ça veut dire que dès que les listes quittent la CENI, on aurait pu aller payer. Si le ministre de l'Administration territoriale, après son examen, si c'est ça l'acceptation, juste après, les gens devaient pouvoir aller payer. Le seul organe qui accepte, c'est la Cour suprême. Et ce n'est qu'après ça, conformément à l'article 285, que les gens sont autorisés maintenant à aller payer. L'acceptation des listes. C'est pas la Cour suprême. C'est la Cour suprême. Alors, est-ce que les observations que le ministère de l'Administration territoriale fait par rapport à toute liste, ces observations peuvent être corrigées par le candidat ou la liste? La procédure, c'est pas ça. Vous allez à un examen. On vous pose une question. Après, on dit, vous avez fait une faute. Vous dites, ramenez, je vais corriger. C'est où ça se fait comme ça? Ça se fait pas comme ça. Les questions à vous remplir sont très claires. On va dire, voici les pièces à fournir. Vous les avez, c'est bien. Vous les avez pas, vous avez échoué. C'est comme ça. On ne peut pas dire que, comment on appelle, le ministre de l'Administration territoriale regarde et constate que le monsieur X n'avait pas ce papier, donc monsieur venait. Mais le problème, c'est quoi? Si vous le faites, ça veut dire celui qui n'avait pas déposé sa liste à temps, ça veut dire qu'il peut encore se dire, mais moi, en fait, je peux maintenant amener la liste, donc je peux encore revenir sur la question. Donc, c'est plus compliqué. Mais dans tous les cas, la décision appartient à la Cour suprême. Nous ne pouvons pas appeler les gens pour leur dire, nous constatons que telle pièce vous manque, telle autre pièce vous manque. Nous n'avons pas le pouvoir là. Parce que, comme je dis, c'est comme vous passez un examen, vous faites des... Maintenant, nous transmettons à la Cour suprême qui apprécie. C'est l'organe suprême. Alors, si tel est le cas, monsieur le ministre, nous avons constaté à un moment donné, quand on devait clôturer le dépôt des listes, la CENI a sorti un communiqué pour proroger le délai, si je peux le dire ainsi, mais en apportant seulement un seul élément, c'est-à-dire le casier judiciaire.
Mais cela n'avait pas quand même une base juridique, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire il n'y avait pas d'article dans le code électoral qui permet cet aspect de la chose. On ne pouvait pas dire ça. La date limite de dépôt a été maintenue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les partis politiques, nombreux partis politiques, qui ont saisi la CENI pour dire, mais nous sommes prêts, mais il nous manque le casier judiciaire. Nous espérions que le week-end qui précédait, donc le lundi, voilà, que les tribunaux seront ouverts. Et c'est pour ça que nous avons attendu vendredi. Nous pensions que le week-end, nous allons profiter pour faire les casiers judiciaires. Mais, bon, comme ils n'avaient pas manifesté cela avant, les tribunaux n'étaient pas ouverts. Donc, la CENI a dit, bon, écoutez, si c'est une... Vous pensez que l'administration n'est pas tenue d'ouvrir le week-end. Les élections locales, la date est fixée depuis très longtemps. Tout le monde savait. Il fallait s'organiser pour être à jour. Mais la CENI a dit, bon, écoutez, c'est pas grave, apportez le dossier. Mais comme vous parlez du casier judiciaire, nous allons saisir le ministre de la Justice et qui a pris des dispositions pour que les tribunaux travaillent toute la journée, y compris la nuit, pour régler ce problème. Donc, ce n'est pas la date limite de dépôt a été respectée. Oui, la date limite de repos a été respectée, mais il y avait quand même un dossier manquant qu'on a ajouté, mais cela ne se reposait pas sur une base juridique au niveau des tests. Pourquoi n'avoir pas demandé qu'on amène totalement le dossier le mardi là, c'est-à-dire proroger un peu le délai de dépôt des dossiers au complet? On ne peut pas. Vous savez, oui. C'est pas par hasard qu'on dit qu'il faut que les dossiers soient déposés à la CENI 35 jours avant. Parce que justement, il y a une étude qui se fait à la CENI. Après, il y a un délai pour le ministre de l'Administration territoriale. Après, il y a un délai pour la Cour suprême. Après, il y a un délai pour que le Trésor puisse encaisser les cautions. Et après, il y a un délai pour le tirage au sort. Il y a tout. Voilà. C'est pas une fantaisie. C'est une nécessité. Donc, maintenant, ce que nous disons, c'est vrai. Vous allez pas de préparer tout à l'heure. Ça va être disons que nous allons tirer, disons, les leçons des difficultés. Parce que, c'est vrai, il y a 32 ans, on n'a pas fait des élections locales. Et même quand on les avait faites en 1987, c'était un parti unique. Voilà. Il y avait que 20 communes, même une vingtaine de communes. Aujourd'hui, nous avons 117 communes, plusieurs partis politiques, 11 400 candidats. Donc, les délais dans le code électoral qui sont prévus pour étudier tout ça, qui était prévu pour les députés, c'est 35 jours, pour le président de la République, c'est 35 jours, mais nous constatons que pour les élections locales, c'est 11 000 candidats qu'il faut étudier. La Cour suprême va passer des nuits blanches pour faire le travail. Donc, nous tirerons les leçons et peut-être qu'à l'avenir, il va falloir modifier cette partie-là. Peut-être au lieu de 35 jours, peut-être 45 jours, je n'en sais rien, avant la date du scrutin pour faciliter un certain nombre de choses. Avant de revenir sur l'importance donc de cette élection pour le Togo, notre pays, alors, monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que c'est la Cour suprême qui tranche, qui décide de la validation ou non de toutes les listes. Mais est-ce que cela a une base juridique, c'est-à-dire est-ce que c'est sûr, cela se repose sur un test? Merci. C'est clair, c'est ce que je vous dis là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous croyez que quand on dit à l'article, voilà, je vous lis, voilà, la Cour suprême, l'Assemblée de la Cour suprême publie la liste des candidats au plus tard 25 jours avant le scrutin. Vous êtes à quel article? Article 283. Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par la Cour suprême publie la liste? La Cour suprême, pour vous, c'est quoi? C'est le vaguemestre de la CENI ou le vaguemestre du ministère de l'Administration territoriale qui prend une liste et qui publie sans l'examiner? La Cour suprême, l'article 280 est très clair. Mais est-ce que quelqu'un va, disons, faire un examen? Et c'est, comment dire, c'est-à-dire qu'on donne les résultats à un autre député. Non, c'est la Cour suprême qui publie. Et c'est cette publication qui est
constaté à l'article 283 en disant dans les 48 qui suivent l'acceptation de la liste. Donc l'acceptation de la liste, c'est la publication par la Cour suprême. Donc la base juridique est très claire. C'est la Cour suprême. Attendez, bon, franchement, nous n'allons pas apprendre à la Cour suprême quand même ses droits. Je crois que dans ce pays, la Constitution reconnaît à la Cour suprême la plus haute juridiction en matière judiciaire. Mais nous n'allons quand même pas maintenant nous mettre à dire à la Cour que vous... À dénier à la Cour cette prérogative. Attendez, soyons sérieux, quoi. Parce que ça... écoutez, mais... Oui, j'ai entendu des commentaires. Les gens disent, ouais, normalement quand ça finit, la CENI devait nous dire ceci. Le ministre, non, mais non, c'est pas ça. La CENI fait cette observation. Il n'est pas dit que la CENI va appeler les candidats pour leur dire, non, mais je répète, vous passez un examen, Joachim, on vous pose une question, vous répondez, et le maître va vous appeler pour dire, ici c'est faux, et dire, ah non, je vais reprendre. Mais si c'est ça, personne ne va échouer là. Non. Donc, mais autre chose très rapidement, c'est que parmi les listes rejetées, on a constaté que une liste a été rejetée pour défaut de dénomination, mais entre-temps, la même Cour avait quand même admis que la liste pouvait être ainsi dénommée, mais on n'a rien compris par rapport à cette liste, monsieur le ministre. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais franchement, moi, je ne me permettrai pas de commenter les décisions de la justice et encore moins les décisions de la Cour suprême. Je ne peux pas commenter les décisions, mais je fais vraiment totalement confiance à la Cour suprême de notre pays. Alors, monsieur le ministre, le vote pour les élections locales, c'est le dimanche 30 juin 2019. Les populations vont découvrir à nouveau les élections après une interruption de plus de 30 ans. Alors, pouvez-vous nous souligner ici l'importance de ce scrutin? Vous savez, je vais prendre une image pour illustrer cette importance. En fait, parce que souvent, quand nous allons faire les campagnes pour les élections législatives, tous les partis disent aux électeurs, nous voulons que vous nous envoyiez à Lomé, à l'Assemblée nationale, nous serons votre porte-parole, nous allons présenter vos doléances au gouvernement pour que le gouvernement donne satisfaction. Nous saurons mieux défendre vos intérêts. Voilà ce qu'on dit pour les élections législatives. Mais les élections locales, c'est la gestion des affaires de la cité, direct. C'est la gestion. On ne vous envoie pas. Il faut mettre des gens capables de gérer vos affaires localement. Et en quoi consiste la gestion de ces affaires locales? Il s'agit essentiellement d'un défi majeur, d'un enjeu capital, c'est le développement local. Le développement local, c'est quoi? C'est faire en sorte à réduire encore plus la pauvreté. Vous savez, le président de la République a mis plusieurs programmes pour la lutte contre la pauvreté, vous le savez. On a eu des SP intérimaires, des SPC, des SP1, on a eu la SCAP, aujourd'hui le PND avec l'Axe 3 sur la lutte contre la pauvreté. Les résultats sont bons. On est passé de 2005 à un taux de pauvreté de 69% à 55% aujourd'hui. Nous avons gagné 14 points grâce à ces programmes. Et mieux, à part ces programmes, le président de la République a innové en mettant en place au sein du gouvernement un département chargé du développement à la base. Tout ça, c'est dans le but de lutter contre la pauvreté. Et donc, les résultats sont bons. Mais la réalité aussi, c'est que la pauvreté, même si elle a diminué, elle persiste. Elle persiste. Elle, comme dirait l'autre, elle a la peau dure. Oui. Alors, donc, et la pauvreté, en fait, c'est quoi? La pauvreté, c'est la difficulté à accéder aux services sociaux de base. Eau potable, électricité, et surtout éducation et santé. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ces services sociaux de base, c'est ça. Si vous avez des difficultés à accéder à ces services, vous êtes pauvre. Donc, on l'a réduit sensiblement avec tous les programmes que le président a mis en place.
14 points, vous n'allez pas me dire que c'est rien. Oui, non, mais au attendez, niveau macro, mais, monsieur ouais, le ministre. non. Donc, c'est ça. Oui. Donc, le résultat est bon. Maintenant, la décentralisation que le président a voulu est chargée d'être plus près de la population. Le président a voulu ou bien que préconise la Constitution. Mais, bien sûr, préconise la Constitution. Oui. D'accord, mais c'est depuis cette constitution, c'est depuis 1992. Bon, alors, donc on l'a pas mise depuis 92. Donc c'est le président de la République actuelle, président Ford, qui dit je veux la décentralisation, je veux déléguer une partie de mes prérogatives de développement local à des élus locaux. Donc il s'agit pour la population de choisir les gens qui vont gérer les affaires sur le plan local. Donc, il s'agit pour eux de choisir des gens qui seront plus à même de les écouter quand il s'agit de construire des écoles, plus à même de construire des dispensaires, plus à même d'aménager des centres, disons, sportifs, plus à même de construire des marchés, etc., d'être à l'écoute. De faire de l'assainissement, de faire l'entretien routier, du moins des axes communaux, etc., etc. Donc, c'est vraiment capital. Il s'agit de faire en sorte que les gens qui seront choisis soient à même de faire... Et vous êtes sûr que ces élections vont apporter des transformations qualitatives dans ces différentes localités? Bien sûr. Je donne encore un exemple. Vous savez, quand l'État central, comme on aime le dire, s'occupe de tout, lorsque un bâtiment scolaire est décoiffé dans un village lointain, quelque part, on attend que le ministère des enseignements primaires voit dans son budget si il a une ligne pour pouvoir aller acheter les 2 feux de tôle qui sont décoiffés, avec toute la procédure, ça prend un temps fou. Et ces 2 feux qui étaient décoiffés, qui étaient enlevés, mais le prochain vent vient achever d'enlever les feux restantes. C'est ça le problème de l'État central. Aujourd'hui, c'est la commune qui est là, qui est concernée directement, sur place là-bas. Donc c'est plus rapide. Voilà, donc ils sont plus à même de réagir plus rapidement. Là, vous reconnaissez quand même que les délégations spéciales ont échoué? Forcément, les délégations spéciales... quelqu'un avait dit un jour que les délégations spéciales avaient réussi. Moi, je pose la question. Si nous faisons les élections locales, c'est parce que justement, nous savons très bien qu'elles n'ont pas atteint... Puisque elles ont trop duré, 32 ans. Oui, elles ont... Non, c'est pas 32 ans. Elles datent de 2001, je pense. C'est pas 32 ans. Mais c'est déjà... C'est beaucoup. Mais c'est parce que les acteurs politiques ne s'étaient pas mis d'accord pour les élections locales. Donc, à chaque fois, il y avait... on privilégiait peut-être d'autres choses par rapport aux élections locales. Bon, aujourd'hui... le climat est plus serein, plus propice pour la tenue de ces élections. Mais il est vrai que c'est la CENI qui organise les élections. Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes avec les préparatifs sur le plan, du moins, de la logistique? Pourquoi non, parler des préparatifs de manière globale. Pourquoi on parle de logistique? D'accord. Oui, logistique, parce que vous savez à quoi je fais aller. Qu'est-ce qui manque selon vous? Rien qui manque. Non, vraiment les préparatifs sont assez avancés, très avancés, j'allais dire. Vous savez, on a fait une nouvelle révision des listes électorales. Vous savez très bien qu'on ne devait pas le faire. Vous le savez, les journalistes sont bien informés. Ils connaissent le code électoral. Article 51 dit on ne devait pas faire, parce que la dernière révision, c'était en décembre 2018. Les listes sont valables 1 an. C'est ça le code électoral. Donc jusqu'en novembre prochain, on ne devait pas faire une autre révision. Mais, comme le terrain politique a commandé, c'est-à-dire que les acteurs politiques, notamment de C14, pour ce qui en reste, parce que j'ai cru comprendre que ce n'est pas tous qui sont encore dans C14, mais ils avaient fait une démarche auprès du chef de l'État. Il faut dire, oui, monsieur le président, nous connaissons le code électoral. Nous savons très bien que vous n'êtes pas tenu de faire cette révision. Mais nous n'avons pas participé à cette recensement dernier. Donc, puisque vous avez souhaité que l'élection des conseillers se fasse de façon inclusive,
comme nous, le code électoral stipule que si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas candidat. Dans ce cas, Abonnez-vous à dans ces Gomi News. conditions, si vous ne faites pas la révision, nous ne pouvons pas être candidats. Et en ce moment-là, il n'y aura pas l'inclusivité du processus. Le président de la République dit, OK, j'ai bien noté vos doléances, nous allons faire une révision exceptionnelle. C'est ça qui a fait qu'on a fait une révision exceptionnelle. Donc, bien sûr. Oui, c'est vrai, le texte ne le permet pas, mais quand même vous l'avez fait. Exactement. C'est le champ politique qui a poussé le chef de l'État à donner cette ouverture. Oui, parce que c'est-à-dire que c'est pour... bon, puisqu'il avait dit dans son message que il veut que ces élections soient inclusives. Et si des gens viennent dire, ah, nous on veut bien participer, mais comme on n'a pas été recensé, donc oui, c'est pour rendre le processus plus inclusif que le chef de l'État. Est-ce que vous-même, vous en étiez conscient qu'il y avait beaucoup de Togolais qui ne s'étaient pas fait enregistrer lors de la révision de novembre et décembre 2018? Non, il ne faut pas parler en beaucoup de Togolais. Vous avez les chiffres, Joachim. Vous les avez. En 2015, nous avions 3 500 000 électeurs. Voilà. Et donc, nous avons eu 3 248 000 en 2018. Bon, attendez. Ça a diminué. Ça a diminué. Ben alors, ça a diminué de 3 500 000 à 3 200 000. On ne va pas dire qu'il y a beaucoup de Togolais qui n'étaient pas recensés. Les leaders ne s'étaient pas recensés. Mais, vous savez, le Togo est un des rares pays en Afrique où le taux d'inscription sur les listes électorales est extrêmement élevé. Nous avons aujourd'hui, avec la dernière révision qui s'est faite, nous arrivons sur le plan national. Bon, il faut que la CENI, il y a le contentieux, donc c'est pas bien de donner les chiffres qui sont encore provisoires, mais je crois qu'ils sont autour de 3 400 000 minimum. C'est plus que ça, mais il faut attendre le contentieux d'abord. Et nous arrivons ainsi à plus de 45% de la population qui est inscrite sur les listes électorales. C'est le taux le plus élevé. Dans la sous-région? Ben, dans la sous-région. Allez vous renseigner. Il y a des zones. Et à quoi cela est dû? Pourquoi cet engouement? Oui, bon, mais alors, donc il y a cet engouement, c'est pour dire quand même que quand on dit qu'il y a encore des gens qui restent, non, il ne faut pas raconter des histoires. Ou plutôt, il y a peut-être une manipulation des chiffres quelque part qui gonfle le taux. Ça, vous n'êtes pas parlé de quelle partie là? Non, pas partie non, comme vous ne savez pas comment ça se... Il n'y a pas de manipulation des chiffres, c'est pas possible ça. Chacun a sa carte d'électeur. Donc, il n'y a pas de manipulation des chiffres. Mais on rend grâce à Dieu, ça veut dire que les Togolais ont l'engouement d'aller voter. Mais qu'on ne nous dise pas que les gens ne sont pas allés se faire enregistrer. On a un bon taux. On a un bon 45%, un taux élevé. Il y a des pays voisins qui sont à 33%, 35%, 41%. Le Togo, on est heureux d'avoir... Et le fichier qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, vous dites que la liste électorale provisoire, elle est affichée bientôt, après le contentieux, on aura la liste définitive. Mais est-ce que tout est fiable à ce niveau? Mais vous avez des doutes sur quoi? Le fichier... Pas moi, mais rassurer les Togolais, c'est tout. Non, le fichier est extrêmement fiable. Vous savez, le fichier de 2000... on avait fait un recensement, je crois, en 2013. Il y a eu une révision en 2015. Bon, et il y a eu beaucoup de débats. On a audité ce fichier. Il a été validé par l'OIF. Mais l'opposition a toujours resté sur sa position en disant non, c'est vraiment pas totalement fiable. Bon, donc la CEDEAO nous a dit écoutez, ou vous refaites auditer ce fichier à nouveau, ou vous l'oubliez et vous faites un nouveau fichier. Ça va vous coûter plus cher, mais c'est peut-être mieux. C'est ce qui a été fait. Donc on a mis l'ancien fichier dans le tiroir, enfin on l'a déchiré à la poubelle, je veux dire. Et donc on a fait un nouveau recensement. Les gens physiques qui vont et qui se font enregistrer. Donc c'est un fichier totalement fiable, un fichier sain, comme on peut... Oui, mais je profite aussi pour vous demander pourquoi la révision n'avait pas été faite commune par commune, puisque nous sommes dans le schéma de l'élection locale. Moi-même qui suis ici devant vous, je ne sais pas comment je peux m'assurer que je vais voter à tel endroit. Pour ma commune. Non, il ne faut pas parler comme ça, Joachim. Je vous dis la réalité, monsieur le ministre. C'est pas comme ça, puisque vous savez, dans notre pays, d'abord, même avant cette élection, le code électoral dit qu'il faut faire des listes par canton, par préfecture, etc. etc.
par commune. À l'époque, on n'avait pas les communes. Aujourd'hui, les listes sont faites par commune. Les listes sont faites par commune. Et c'est tellement facile à faire. Puisque les communes qui ont été créées sont un regroupement de cantons. Là où vous avez été recensé, il faut aller voter là-bas. C'est là, si c'est là, c'est votre commune. C'est pas mon lieu, c'est pas mon lieu de résidence. Alors, si c'est pas votre lieu de résidence, donc au moment où on vous a dit, le président de la CENI a été très clair dans son message. Si vous voulez vous faire recenser à Lomé, mais alors que votre lieu de résidence est ailleurs, mais vous, au moment de vous faire recenser, vous dites, je me recense, mais je vote ici. On vous transfère immédiatement. Vous allez, si vous voulez voter à Takwame, aux communes à Takwame, on vous recense à Lomé, mais on vous transfère immédiatement. Vous aurez votre carte prête pour aller voter à Takwame. Donc, le message de la CENI a été très clair. Et la CENI avait communiqué suffisamment? Oui, le message du président de la CENI, vous pouvez le reprendre. La révision est faite pour ça. Soit pour vous inscrire si vous êtes nouveau, soit pour faire des transferts. Parce que c'est comme des élections locales, d'habitude vous votez à Lomé sur les élections nationales, mais vous avez envie de voter maintenant dans votre commune à Takwame ou je ne sais pas où. Et le message du président de la CENI était clair. Vous pouvez demander le transfert. Le transfert se fait automatiquement, de façon, au moment où vous enregistrez, vous êtes transféré immédiatement. Donc, la technologie est là pour ça. Et donc, vous êtes les listes sont affichées par commune aujourd'hui. Voilà, et vous êtes rassuré que toutes les personnes en âge de voter se sont fait enrôler? Toutes les personnes en âge de voter qui ont désiré de voter, Monsieur Joachim, le soupçon sur le vote n'est non plus obligatoire dans notre pays. Il est souhaité, mais il n'est pas obligatoire. Donc, toutes les personnes en âge de voter qui voulaient se faire recenser pour aller voter, eh bien, toutes ces personnes ont été recensées, ils sont sur la liste. L'autre chose, c'est la sécurisation donc des élections. Alors, comment ces élections locales seront sécurisées, surtout dans les coins les plus reculés de notre pays? Et quelle est la mission précise de la FOSE? Où commence et où s'arrêtent ses compétences, Monsieur le ministre? D'abord, normalement, vous aurez dû appeler mon ami, mon cher collègue, le Musiarc, pour vous donner ces informations. Mais, vous savez, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un décret pour la création donc de cette force FOSE qui va sécuriser les élections locales. Vous savez, FOSE c'est organisé comme d'habitude. C'est-à-dire que c'est au niveau de chaque bureau de vote et les forces seront présentes. On va finir le fichier, c'est-à-dire après le contentieux, il y aura une liste définitive des électeurs. Et le nombre de bureaux de vote va découler donc de cette liste. C'est-à-dire que vous allez dans un centre où vous avez été recensé. Dans ce centre-là, il y a 2000 électeurs, enfin 2000, je dis, bon, ou 1000 électeurs, mais comme le code électoral dit que un bureau de vote ne doit pas dépasser 500, ce centre va s'éclater en 2 bureaux de vote. Donc, après le résultat définitif, après le contentieux, le nombre de bureaux de vote sera connu. Et donc, Force Sécurité Élection va se déployer dans chacun des bureaux de vote pour assurer la sécurité des électeurs. Ah, d'accord. Et même pour les urnes ou le matériel électoral et tout? Tout est organisé, ils ont l'habitude, mais si vous voulez des détails, je vous recommande d'appeler mon collègue qui est disponible. Et nous y travaillerons. Mais quand même, je dois dire quand même que vous avez donné déjà une idée sur le chiffre ou bien le nombre de personnes recensées pour pouvoir faire participer à ces élections. Mais quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire pour parvenir à une décentralisation réussie? Les choses à faire, vous savez très bien, pour le gouvernement, pour ce qui concerne le gouvernement, c'est d'abord le cadre juridique qui doit être très clair. C'est ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Le cadre juridique est clair. Bon, deuxième chose. Parfait. Il est clair, vous avez dit. Il est clair et parfait. Il est clair. La loi sur la décentralisation est claire. Les compétences sont très clairement définies. Les responsabilités sont clairement définies.
vous savez, c'est l'État qui délègue à des élus locaux d'assurer certaines responsabilités. Au nom de l'État. Donc l'État s'assure que le contrôle, fera le contrôle pour s'assurer que les actes que ces élus locaux vont poser, que ces actes-là respectent les lois de la République et surtout que ces actes préservent l'unité nationale. Oui, et à ce niveau-là, comment sera fait la délégation des pouvoirs entre le gouvernement et les différentes localités, disons les communes? Alors, bon, je ne vais pas vous citer toutes les transferts de compétences. Il y a plusieurs. Vous voulez que je vous lise? On n'aura pas le temps. J'avais les transferts de compétences. Je vous donne au moins les domaines. Les domaines de transfert de compétences. Le développement local et la gestion communale. Est transféré. Développement local et la gestion communale. Ça, c'est le premier il y a les détails dedans. Il y a la gestion du foncier, etc. L'élaboration de la gestion du domaine foncier, la promotion du développement économique communal et de ces actions. Il y a l'urbanisme et l'habitat. Je vais pas, ce sera trop long. Il y a les infrastructures, les équipements, le transport et la voirie. Voilà. Il y a les services et les enjeux d'énergie et d'eau. Il y a l'assainissement, la gestion des ressources naturelles et l'environnement. Transféré. Il y a le commerce et l'artisanat. Il y a l'éducation et la formation professionnelle. Il y a la santé et l'action sociale. Il y a le sport, la culture, les loisirs et le tourisme. Et bien sûr et surtout, il y a l'état civil. Voilà tous ces domaines donc, qui sont détaillés. Mais ces compétences transférées ou propres se font avec l'appui de l'État. Avec l'appui de l'État, pas l'entremise du préfet ou bien de qui? Non, le préfet est là pour le contrôle, disons, de la légalité des actes que les élus locaux vont poser. Et, bien sûr, mais quand on dit, quand on dit l'éducation, mais ce ne sont pas les communes qui vont définir les programmes scolaires. On est d'accord? Ce ne sont pas les communes qui vont prendre les enseignants, parce que si ce sont les communes, on n'est pas sûr d'avoir des enseignants de qualité. Ça, c'est l'État qui va continuer à le faire. Les normes de construction, même si on transfère la construction des bâtiments scolaires aux communes, les normes de classe sont définies par l'État. Les procédures sont définies par l'État. Le recrutement du personnel enseignant. Non, ça c'est l'État. Ça c'est l'État qui vraiment met ce personnel à disposition des communes. Et si donc le ministre des enseignements primaires, je prends le domaine de l'éducation, fera un contrat type à chaque fois avec chaque commune pour dire bon, écoutez, si vous voulez construire un bâtiment scolaire, voici. Mais le défi, la suite du défi, c'est quoi? C'est on a transféré les compétences. Mais il faut transférer les ressources. Donc c'est ça ce qu'il faut faire pour la réussite de la décentralisation. Mais à ce niveau, le plus souvent, quand il est question de la confession du budget au niveau des communes, une disposition prévoit que le préfet doit aussi viser ces budgets. Est-ce que... Non, c'est ce que nous appelons le contrôle de l'égalité. C'est l'État. Le préfet, c'est l'État. Mais l'État ne peut pas, disons, vous regardez, proposer n'importe quoi. Vous proposez des choses qui ne rentrent pas dans le cadre national, ou proposez des choses qui ne sont pas soutenables. Si vous dites que vous allez acheter un avion, la commune veut acheter un avion, tout le monde sait que c'est pas possible. Oui, on n'en serait pas jusqu'à ce niveau, mais le plus souvent, va pas accepter ça. Est-ce que les préfets sont suffisamment outillés aujourd'hui par rapport à ce processus de décentralisation afin qu'il n'y ait pas de quiproquo, d'incompréhension, même de blocage entre les maires ou disons les conseillers municipaux et le préfet qui va vouloir coûte que coûte faire usage de ses prérogatives? Non, le préfet, c'est quand vous avez la délibération, c'est faite. Quand le texte est adopté, on le transfère au préfet. Donc, il n'y a pas de quiproquo. C'est quand ça va être transféré au préfet, le préfet regarde, il dit, ah, les amis, ça là, c'est pas bon, ça c'est bon. Et il dit, pourquoi? Et s'il y a des dissensions, il y a le juge administratif qui peut être saisi, donc il n'y a pas de problème. Les préfets seront formés, ils sont déjà bien formés, mais ils vont être spécifiquement formés sur ces questions de contrôle de l'égalité. Nous allons marquer la pause, monsieur le ministre, et nous allons revenir dans un instant.
Audi Actu. Du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, monsieur Payadoua Boukessi, avec qui nous parlons bien évidemment des élections locales. Alors, monsieur le ministre, une question, c'est que vous aviez parlé tout à l'heure de la révision qui ne devrait pas être faite, mais c'était une révision exceptionnelle accordée par le chef de l'État, mais en 2018, novembre-décembre, ce qui avait été fait, c'était une révision ou bien un recensement général. Merci. Il s'agissait d'un recensement électoral. Voilà. C'est-à-dire que on a ignoré, on a oublié les anciennes cartes. Aujourd'hui, personne n'a avec lui une ancienne carte. Si vous avez une ancienne carte, vous ne pouvez pas voter. Toutes les anciennes cartes, c'est terminé. Donc, ça s'appelle un recensement électoral. Voilà. Donc, mais l'article 51 dit que les listes font l'objet d'une révision avant chaque élection. Oui. Non, il faut pas. L'article 51 est très clair. Oui. L'article 51 dit on fait une révision avant chaque élection, mais que le résultat obtenu est valable. Vous voulez que je vous lise? Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision avant chaque élection sous la responsabilité et la direction de la CENI. L'élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de cette révision. Donc, on a fait mieux qu'une révision puisqu'on a fait un recensement électoral. Donc, ce recensement est bon pour l'année. C'est valable jusqu'à une année, donc jusqu'à novembre, avant de faire une autre révision. Donc, la révision qui a été faite est une révision exceptionnelle. Maintenant, évidemment, la confusion que les gens font souvent, c'est l'article, le dernier paragraphe de l'article 51, qui dit toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Il y a une confusion. Qu'est-ce qu'on appelle élection générale? Élection générale, c'est quand vous faites la présidentielle, les législatives et les locales en même temps. C'est ce qu'on appelle élection générale. Voilà. Donc, tant que et nous ne sommes pas dans ce cas. Nous ne sommes pas dans ce cas, puisque nous avons présidentielle séparée, législative séparée, locale séparée. Mais il y a certains pays, ils font tout le même jour. Ça s'appelle élection générale. Alors, quand on fait une élection générale, quel que soit l'état du fichier, vous allez faire une révision. Et encore, l'article même dit peut. L'article dit avec une révision peut être décidée. C'est-à-dire même, ce n'est même pas une obligation, mais peut être décidée. Donc voilà, les choses sont claires. Donc l'article, le premier paragraphe de l'article 51 dit, quand on a fait une révision ou un recensement, c'est valable 1 an. Voilà. Mais donc, par rapport à un autre cas, il y a des organisations de la société civile qui estiment que la Cour suprême a semé un peu de la confusion dans la tête des têtes de liste ou des candidats sur des listes qui ont été rejetés, même au niveau des partis politiques qui participent à ces élections. Et donc, pour que tout soit harmonisé, et tel que vous aussi, au niveau du gouvernement, vous voudrez bien sûr que cette élection soit inclusive, il faut reporter la date de cette élection. Monsieur le ministre, quel est votre avis? C'est comme vous me dites que on va au bac bientôt, je crois que c'est dans quelques jours. Et lundi prochain, il y a le bac. Et puis, on donne les résultats. Et certains ont réussi, d'autres ont échoué. Et ceux qui ont échoué disent, ah, non, il faut annuler le bac, parce que nous, on n'est pas admis. Non, soyons sérieux. Pourquoi on reporterait ces élections? Aujourd'hui, j'ai le fichier électoral, j'ai les candidats. On a 11 000 candidats. On veut avoir combien de candidats avant de faire des élections? On a plus de 11 000 candidats validés. Plus de 600 listes de candidats. C'est pas parce que certains ont échoué qu'on va annuler l'élection. Il faut qu'ils soient sérieux.
Non, on n'annulera pas l'élection et non, Oui, on la reportera pas. Ceux-ci contestent la manière dont on les a écartés. Aucune manière n'a été abusive. Les pièces à fournir sont claires. Une copie légalisée de ceci, un extrait d'acte de naissance, un extrait de bulletin casier judiciaire, une photo d'identité, une déclaration écrite par l'interdisant qui n'est dans aucun terme. Donc les pièces qui sont demandées sont claires. Si vous n'avez pas été en mesure de fournir ces pièces, vous avez échoué. Donc aujourd'hui, est-ce que tous les candidats sont sur le même pied d'égalité? Mais qu'est-ce que vous appelez par tous les candidats sont sur le même pied d'égalité? Oui, des listes ont été publiées bien avant, d'autres, ce n'était pas le même jour. Bon, voilà. Non, ce qui... non. C'est pour ça que les listes n'ont pas été affichées le même jour. Oui, mais est-ce que c'est pour ça que la Cour suprême a demandé au Trésor de tirer encore 48 pour le paiement. Sinon déjà, samedi, on devait arrêter le paiement. Mais les gens ont pu payer jusqu'à dimanche nuit. Donc, ça, c'est réglé. Ça impacte un peu le calendrier de la CENI parce que le tirage au sort pour le positionnement des candidats sur les bulletins, bon, ça a été légèrement retardé, mais ça va, c'est fait, je crois, pour la plupart. Donc, ça n'a aucune... en fait, ce qui va être légèrement retardé, c'est les spécimens des bulletins. Les bulletins seront pleins, mais souvent, les spécimens des bulletins sont prêts avant la campagne. Mais les spécimens des bulletins, c'est pas dans le code électoral. C'est pas prévu dans le code électoral. C'est une disposition que la CENI a prise pour aider les candidats. Oui, mais quand même, c'est de bonne guerre. C'est pas dans le code électoral. C'est pas dans le code électoral, voilà, mais quand même, tous les candidats doivent avoir le spécimen pour pouvoir le montrer aux gens et leur montrer comment il faut les voter. Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi on ne l'a pas prévu dans le code électoral? Il y a mal fait ou bien comment? Comment ça? C'est un code de 2013, c'est pas nous, c'est de 2012. Faut pas me poser la question. Mais si vous voulez qu'on intègre ça, on intégrera cela prochainement, mais le code électoral est là, c'est pas aujourd'hui. Et voilà pourquoi entre-temps j'avais posé la question si sur le plan logistique, vous êtes prêts aujourd'hui? On est prêt. On est prêt. Mais les bulletins de vote, les spécimens ne seront pas prêts avant la campagne. Les spécimens seront prêts avant la fin de la campagne. Avant la fin, pas avant le début de la campagne. Avant la fin de la campagne, les spécimens seront prêts pour que les candidats puissent montrer à leurs militants comment les choisir. Ce sera prêt. Mais dans tous les cas, les bulletins de vote seront prêts pour l'élection du 30 juin. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ont échoué, il ne faut pas qu'ils disent à ceux qui sont admis à concourir. Malheureusement, Monsieur le ministre, apprenions-nous que un des candidats sur la liste ANC Wawa 3, suite à un accident de la route, n'est plus, c'est-à-dire il est décédé tragiquement quand il se rendait dans leur village après avoir pris part à une réunion des candidats de l'ANC de la dite commune. Il s'agit du candidat Nieza et un autre ont été victimes donc de cet accident de la route. Maintenant, Monsieur Nieza malheureusement n'est plus. Dans ces cas, qu'est-ce que la loi prévoit et qu'est-ce qui peut être fait sur la liste, Monsieur le ministre? Non. Un candidat peut-être sur la liste ou bien une tête de liste qui décède avant la campagne électorale. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas? Avant de vous répondre, je voudrais présenter nos condoléances à la famille de Nieza, c'est bien ça, de M. Nieza. Courage à sa famille. C'est les choses qui arrivent, en tout cas, nos sincères condoléances. Alors, l'article 200, l'article, donc c'est le code électoral, article 289, dit ceci. En cas de décès d'un candidat avant l'ouverture de la campagne électorale, le remplacement du candidat défunt est autorisé à condition que le remplacement soit porté à la connaissance de la CENI avec les pièces exigées à l'article 282. Voilà. Le décès d'un candidat pendant la campagne électorale ne modifie pas le déroulement de ce côté. Donc, comme c'est avant la campagne, c'est le 14. Donc, aujourd'hui, malheureusement, le décès est arrivé. Donc, le parti concerné, l'article 289 du Code électoral. Voilà. On peut remplacer. On peut le remplacer. C'est-à-dire intégrer une nouvelle personne sur la liste. Intégrer une nouvelle personne sur la liste.
Ah, d'accord. Voilà. Conformément à la loi, c'est la loi qui l'a prévu. Nous allons permettre aux auditeurs qui nous écoutent de pouvoir poser quelques questions à notre invité. Madame, monsieur, vous avez l'antenne sur le 22 21 80 99 92 02 80 63. Et le premier auditeur qui est en ligne avec nous, nous allons l'accueillir. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre, c'est monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Bon, à mon avis, sûr et certain, si l'ancien ministre, le vaillant ministre Ojona, est toujours dans l'unité, je crois que sa candidature ne sera pas rejetée. Votre appréciation, monsieur le ministre, et bon service. Bien noté, cher ami Gado. Nous allons accueillir notre intervenant. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, monsieur Pelé. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Pelé. Bon, d'abord, monsieur le ministre dit que le gouvernement est déjà prêt. Ouais, quand vous voyez un Magouya qui veut se coudre un pantalon, c'est parce que sort de ça qu'il a trouvé une solution. Depuis 32 ans, c'est maintenant que le gouvernement est prêt pour aller à ces élections. Ça, nous sommes d'accord que c'est maintenant qu'ils ont trouvé les moyens. Maintenant, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui pour des listes là, je vais vous donner un exemple à Djoulassame. Le recensement s'est fait à l'école Notre-Dame des Apôtres. C'est à l'école là-bas qu'on vote que les gens de Djoulassame, la population de Djoulassame vote. Maintenant, on a délocalisé le recensement vers l'Omnava. Est-ce que pour que la population de Djoulassame va voter maintenant, elle va aller voter à l'Omnava ou bien où elle va aller voter? D'accord, bien noté pour vous. Non, nous allons devoir laisser le soin à d'autres aussi de poser des questions, mon cher ami Pelé, permettez. Alors, c'est Abdel, bonjour. Bonjour, Jossin. Oui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Abdel. Est-ce que il est possible à la Cour suprême d'invalider une liste dont le ministère de l'administration n'a pas porté des observations? C'est-à-dire, quand je vous ai écouté au cours de votre débat, vous nous avez dit votre rôle, c'est juste de porter des informations sur les listes, dire qu'il n'y a pas telle pièce, telle pièce. Est-ce que la Cour suprême peut invalider une liste sur laquelle vous n'avez pas porté d'observation? D'accord. Alors, bien noté. Je prends pour exemple la liste dont M. Jossin a fait cas dans ce débat. La liste Ensemble pour le Togo pour le ministre Pascal Bodiona. Alors, dites-nous si vous avez porté en réalité des observations sur cette liste. Parce qu'en temps, il y a eu une plainte d'une Française qui dit, après qu'elle n'a pas porté plainte, qu'il y a eu usage de faux par les autorités togolaises, dont elle se pose le réserve de porter plainte le jour où elle sera au Togo. Dites-nous c'est quoi? Pourquoi on écrit défaut de dénomination? D'accord. Pourquoi la CENI? Avec quel nom la CENI a reçu ces dossiers? Est-ce qu'elle a reçu son nom? Merci beaucoup, monsieur Abdel. Et nous accueillons Didier. Bonjour. Didier, vous êtes en direct. Bonjour. Didier, un peu sera averti, on va accueillir notre intervenant sur le 92 02 80 63 22 21 80 99. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur? Oui, Jacques. D'accord, Jacques, nous vous écoutons. Oui. Allô? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Jacques. Bon, je voudrais savoir, est-ce que dans une commune, si quelqu'un veut voter, est-ce qu'il a le droit de voter dans sa commune, dans tous les bureaux de vote, si cela est possible? C'est ce que je voudrais savoir. D'accord. Merci, bien noté. Et nous allons accueillir Kokou pour permettre maintenant au ministre de répondre. Allô? Bonjour, monsieur Jachin. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, c'est monsieur Kokou, hein, c'est ça? Oui. C'est monsieur Jachin. Il faudrait croire que le ministère de l'administration territoriale est au-dessus des institutions comme la CENI, la Cour suprême. Pourquoi? Parce que l'autre fois, on a suivi le président de la Cour suprême sur Canal FM. On lui a posé la question sur quelle est l'institution qui est habilitée à invalider ou à valider les listes. Le président de la Cour dit que lui ne veut pas rentrer dans des
débat judiciaire. Maintenant, c'est le ministre qui vient pour nous éclairer aujourd'hui. Est-ce que le ministère de l'Administration est au-dessus de la CENI et de la Cour suprême? D'accord. Non, c'est une seule question qui est autorisée ce matin. Et là, nous accueillons le dernier intervenant avec la complicité de nos techniciens. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Jarvagos. Monsieur le... Ah là là, il a eu quelques soucis, mais nous allons devoir prendre... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Allô, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. C'est Didier? Les intercoupés, c'est Didier, oui. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le ministre, moi je vois un peu de cynisme dans votre réponse. La preuve, vous n'avez pas... Non, s'il vous plaît, monsieur Didier. Non, s'il vous plaît, Didier. C'est pas péjoratif, c'est pas que... Vous avez posé une question qui n'a pas répondu. C'est sur quelle base juridique la CENI demande aux gens d'apporter les pièces, les casiers judiciaires? Sur quelle base juridique? Il n'a pas répondu. D'accord, merci. Alors, monsieur le ministre, nous commençons par le dernier intervenant, mais je fais observer quand même que quand il parlait de CENI, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Alors, monsieur le ministre, sur quelle base, j'avais posé la question, la CENI avait demandé qu'on apporte singulièrement le casier judiciaire et non de repousser plutôt, bien prolonger un peu le délai de dépôt des dossiers. Alors, je voudrais signaler qu'il n'a jamais été dit que c'est la Cour suprême qui a demandé ça. C'est la CENI. Oui, c'est la CENI. C'est la CENI qui a indiqué que c'est suite à la demande des partis politiques. Il y en a qui ont écrit pour dire non, on veut, on n'a pas pu faire le casier judiciaire. On est prêt, mais on n'a pas le casier judiciaire parce que on pensait faire le casier judiciaire le week-end. Et le week-end, les tribunaux n'ont pas été ouverts. Non, la CENI a dit, écoutez, si vous êtes prêts, s'il manque le casier judiciaire, déposez et vous complétez. Parce que la CENI a géré sur son délai à elle. La CENI a un délai pour le faire travail. Elle a étudié les autres pièces en disant, bon, quand nous aurons juste le casier judiciaire, ça va être facile à compléter. Donc, il y a aucun problème à cela. Donc, c'est pas la Cour suprême, c'est pas... Le dossier était là. Et les dossiers ont été donnés. C'est sur la base des demandes des partis politiques. Imaginez que la CENI n'avait pas fait ça. Tous ces partis qui n'avaient pas le casier judiciaire. Et je vous dis, il y a beaucoup de partis. L'ANC, par exemple, les gens de l'ANC qui nous ont appelés, d'autres partis, C14, nous pensons faire les casiers judiciaires le week-end, et comme les tribunaux n'ont pas été ouverts, nous n'avons pas pu les faire. Comment nous faisons? Lundi, nous ne pouvons pas. Bon, la CENI a dit, écoutez, vous dites que vous avez toutes les pièces, apportez-les. S'il reste que les casiers judiciaires, nous négocions avec le ministre de la Justice pour qu'on nous proroge, pour que le lundi, tout soit mis en place pour que vous ayez vos casiers judiciaires. C'est ça. Donc, est-ce qu'il aurait été mieux de dire aux gens, bon, s'ils n'ont pas fait leur casier judiciaire, tant pis, la CENI a rongé un peu sur le délai. Et voilà. Mais maintenant, Kokou, il disait tout à l'heure que tout porte à croire que le ministère de la décentralisation, de l'administration territoriale est au-dessus et de la CENI et de la Cour suprême. Pourquoi il peut se permettre de dire cela? C'est pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui le fait interpréter cela. Si le président de la Cour suprême, selon lui, aurait dit que quand le président de la question, si c'est à la Cour suprême d'invalider, a dit il ne va pas rentrer dans le débat judiciaire. Donc, c'est bon, moi je suis direct, hein. C'est ça. Le président n'a pas voulu lire le code électoral, etc. Moi, c'est avec plaisir que je lis le code électoral et je dis très clairement que l'acceptation, c'est par la Cour suprême. Et on ne peut pas accepter quelque chose qu'on n'a pas regardé. Et là, justement, ça amène à revenir sur la question de Abdel et de M. Gado. Alors, est-ce que vous aviez fait des observations sur la liste ensemble pour le Togo avant de la transmettre à la CENI et pas la suite à la Cour suprême? Non, c'est pas ce que Abdel a dit. Abdel a dit, est-ce que s'il y a des listes sur lesquelles vous n'avez pas fait d'observation, est-ce que la Cour suprême est compétente pour réagir? C'est ça. Oui. Alors, et il a quand même enchaîné pour dire,
Si vous avez fait des observations sur cette liste avant de la transmettre. Je dis, oui, la Cour suprême, nous faisons des observations, mais la Cour suprême est suprême. Et c'est elle qui décide si une liste répond ou pas aux exigences du code électoral. Donc nous faisons des observations. Je ne vais pas vous lister toutes les listes sur lesquelles nous avons fait des observations. Alors, donc il y a combien? Il y a 643 listes. Et il y a beaucoup de listes sur lesquelles nous avons fait des observations. Vous savez, moi j'entends des débats. Mais je suis citoyen comme tout le monde, donc j'entends. Quand ils parlent de la liste ensemble pour le Togo, j'ai entendu aussi. Mais vous savez que... Puisqu'il a évoqué le fait que la dame dit n'avoir jamais porté plainte, ni avoir mandaté qui que ce soit à aller rester en justice par rapport à cette liste. La dame l'a contacté pour ça? Bon, maintenant, moi j'ai une seule... Est-ce que la dame lui aurait dit, parce que nous aussi on a appris qu'il y a eu plainte, c'est dans la presse que nous tous on a appris, et puis après on a appris auprès des tribunaux qu'effectivement il y a une plainte qui a été déposée. Maintenant moi j'ai une question. Vous savez, cette organisation est une ONG apolitique. Oui. Il y a deux choses. Ou c'est une ONG apolitique, elle ne fait pas de politique, donc elle n'a pas de candidat. Ou elle fait la politique, si elle veut faire la politique, bon, donc l'ONG n'existe plus, il faut dissoudre l'ONG et créer un parti politique. Moi, c'est une analyse, hein, parce que ce n'est pas, parce que vous savez, la loi a dit, vous prenez, vous donnez des noms que vous voulez à vos listes. Mais si vous prenez le nom d'une association apolitique pour dire vous allez être candidat au nom de l'association, qui est une association apolitique, il y a un problème. Moi, je fais confiance à la justice, mais je pense que c'est tellement évident. Parce que une ONG, une association, c'est chez nous. Oui. Elle est apolitique. Elle ne peut pas présenter candidat. Nous n'allons pas focaliser le débat sur cet aspect, mais il faut éclairer la lanterne des auditeurs. Monsieur le ministre, est-ce que la dame, la Blanche, elle a envoyé une liste à la CENI? Bon, si elle n'a pas envoyé une liste à la CENI, est-ce que elle a autorisé quelqu'un d'autre à envoyer une liste en son nom? Parce qu'il y a une association en bonne et due forme qui existe, qui porte le même nom, qui est son nom. Donc, or, elle n'a pas le droit, l'association n'a pas le droit. L'association n'a pas le droit de présenter un candidat. L'association peut présenter un candidat si elle quitte, si elle se dissout, ou si alors elle se transforme en parti politique. Oui, mais quand même, ce qu'on constate ici, la dame, dans une réaction chez nos confrères de Togo Breaking News, dit n'avoir jamais connu M. Boudjouna, dit que elle n'a jamais mandaté qui que ce soit pour porter plainte, etc. Donc, attendez, moi je comprends pas. Voilà. Non, attendez, je vous réponds. Si la dame dit qu'elle n'a jamais connu M. Boudjouna, elle n'a jamais porté plainte. Elle n'a jamais connu Boudjouna pour le mandater. Pour le mandater. Donc vous comprenez c'est normal qu'elle porte plainte, non? Oui, non, elle dit qu'elle n'a jamais porté plainte. Il y a deux choses. Le débat je ne connais pas M. X, il est candidat. Je ne l'ai pas mandaté à être candidat. Donc il utilise mon nom, puisque mon association n'est pas politique, mon association est apolitique, donc forcément c'est pour ça qu'elle a porté plainte. Eh ben, c'est ça. Et voilà. Bon, mais vous pouvez aller voir, parce que moi, nous avons suivi comme vous les informations sur... voilà, mais monsieur le ministre, est-ce que vous allez, les auditeurs, ou bien pas les auditeurs, mais les Togolais qui se sont fait enregistrer ici et là, alors est-ce qu'ils pourront toutefois aller voter sereinement, parce que les centres dans lesquels ils avaient l'habitude de faire le recensement et de voter là ont été déplacés quand il était question de faire la révision dernière. Est-ce qu'ils pourront au moins se retrouver lors le jour du vote? Mais je voudrais, avant de répondre à ça, je voudrais quand même répondre à M. Gado. Mais oui. Qui disait, si... Je ne voudrais pas qu'on focalise le débat sur... Non, il n'y a pas de problème. Mais je veux lui dire à M. Gado que beaucoup de listes INUR ont été aussi invalidées. Donc, il faut qu'il se renseigne.
C'est pas parce que X n'est pas dans une urne qu'on invalide sa liste. C'est pas nous qui invalidons, c'est la Cour suprême. Et je lui dis que beaucoup de listes unies ont été invalidées. Voilà. Donc. Alors, est-ce que les électeurs pourront se retrouver le jour du vote dans les différents centres, monsieur le ministre? Bien sûr, que je viens de le dire. Là, vous avez été recensé. Je vous dis, quand vous allez dans un centre de vote, centre de recensement, il y a 10 salles de classe. On vous a recensé dans une salle. Mais le jour de vote, il y a plusieurs bureaux de vote. Donc, vous irez là-bas, vous trouverez votre bureau de vote. Le vote se fera de façon sereine. Et nous sommes à la fin de l'émission. Vous avez certainement votre mot de la fin et nous vous laissons le soin. Merci, Joachim. Non, le mot de fin, c'est vraiment d'inviter nos compatriotes à aller accomplir leur devoir civique le 30 juin. Parce que c'est une élection pour choisir des gens qui sont tout près de nous, qui vont travailler pour nous, qui vont curer les caniveaux, qui vont entretenir nos écoles, qui vont entretenir même les cimetières, qui vont développer le marché, qui vont créer des emplois pour nos jeunes sur le plan local. C'est important de choisir les gens que nous voulons pour qu'ils puissent jouer ce rôle pour nous, pour aider les uns les autres à lutter toujours contre la pauvreté. Et c'est aussi un bonheur personnel pour le gouvernement de pouvoir organiser ces élections. Comme vous l'avez rappelé en introduction, ça faisait 32 ans qu'on ne les a pas organisés. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, madame, monsieur. C'est fini donc pour l'émission de ce jour, le deuxième rendez-vous de Audiatu. Alors, je vous souhaite bonne journée avec la complicité donc de notre technicien qui a su nous accompagner. Il s'agit de Messan Haïté. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.